vous avez tous tout le programme en main, donc on va prendre voilà, 1h30 de panel sur trajectoire de vie et trajectoire d'études, avec 4 intervenants. Pascal Barthélémy et moi-même, Alexis Roy, on a la charge de modérer cette session. Donc on va donner la parole pendant un quart d'heure chacun aux 4 intervenants, puis après il y aura une demi-heure de discussion et d'échange avec la salle. Donc, nous allons commencer par Salim Chena qui va nous parler des étudiants algériens dans les métiers de la santé. Nous allons commencer par Salim Chena qui va nous parler des étudiants algériens dans le secteur de la santé. Ok, et donc pour une quinzaine de minutes, Salim Chena qui est attaché au laboratoire Les Artistes dans le monde. Voilà, je donne la parole. Alors, je remercie quand même Madame Blum, Madame Peghini, Madame Andrier pour me permettre de venir présenter ce travail, surtout dans ce cadre aussi prestigieux que beau. Alors, je vais vous parler de la période actuelle, ça va faire un bond dans le temps, autour effectivement des étudiants algériens dans les métiers de la santé, notamment dans le métier de la recherche clinique, avec la fonction d'attaché de recherche clinique. Je précise que c'est un travail qui est encore en cours, qui mérite d'être poursuivi, approfondi, avec des résultats qui sont pour l'instant encore préliminaires et des données parfois un peu limitées. Mon objectif, c'était au départ en tout cas d'essayer d'étudier un peu l'arbitrage que font les étudiants algériens dans ce domaine, un arbitrage constant entre la réussite, la poursuite d'un projet éducatif, professionnel, migratoire qui est prédéfini et un ensemble de contraintes qui limitent, qui influencent sur sa réussite, sur sa mise en œuvre. Et donc j'ai essayé d'articuler un peu le lien, la relation entre le capital social et le capital intellectuel objectivé, les diplômes dans la poursuite, dans la réussite de ce projet-là. Il faut poser un contexte que je vais faire très rapidement. Je serai, étant donné les contraintes de temps, sûrement très synthétique et peut-être un petit peu incomplet, mais il faut préciser au moins 2 choses au départ. D'abord, comme on le sait, il y a un durcissement général des politiques migratoires qui touchent aussi les étudiants, qui aboutissent à un accroissement de migration temporaire sélective et aussi à une dualisation des migrations, une stratification des migrations, avec une opposition entre les étudiants et les travailleurs. Oui, merci. Merci, oui, merci beaucoup. Donc avec une... Non, c'est parfait. Merci, ce sera plus simple, merci. Donc avec une opposition entre les étudiants et les travailleurs, et aussi une dualisation, une stratification à l'intérieur de chacune des catégories, à l'intérieur des étudiants et des travailleurs. Et un deuxième point de contexte qui découle de ce premier, c'est que ça accroît les inégalités à l'intérieur de chacun de ces groupes. Cela est renforcé par la tendance à la marchandisation aussi de l'enseignement supérieur. Et on a donc une sélection, une sélectivité qui pèse doublement. D'abord dans l'accès, dans la maîtrise des procédures administratives, des démarches pour émigrer, et aussi une sélection financière, puisque ces démarches sont aussi souvent coûteuses. Alors, avec mes données, ma question initiale, c'était de savoir est-ce qu'on émigre vraiment pour étudier, ou est-ce que dans ce contexte de durcissement, on étudie pour immigrer éventuellement un peu plus facilement, pour trouver une autre voie. C'est aussi, cette question, elle venait du fait que dans mon échantillon, on avait des personnes qui suivaient des formations d'attachés de recherche clinique, mais qui, en Algérie, étaient déjà titulaires d'un doctorat, notamment en médecine ou en pharmacie. Donc ça représentait aussi pour eux une forme de déclassement. Et je me demandais si, est-ce que étudier et poursuivre ce projet-là, c'était aussi un moyen pour contourner les difficultés à émigrer. Ce qui ressort, là où j'ai évolué, où j'ai complété un peu mon propos, mon analyse, c'est que dans ces données, on retrouve ce sur quoi avait travaillé et insisté Abdelmalek Sayad, c'est-à-dire que l'immigration, ça reste quand même quelque chose qui est vécu comme une domination, qui est composée d'un ensemble de violences, et donc
on a des migrants qui sont contraints de faire de mauvaise fortune bon cœur, hein, ou de faire de nécessité vertu, et qui vont essayer d'articuler, d'agencer leurs objectifs avec les différentes contraintes, avec toujours quand même des possibilités ensuite d'évolution, de progression. C'est-à-dire que peut-être que l'objectif initial sera rattrapé plus tard, pas atteint directement. Et voilà, donc c'est aussi un peu ça mon élément, mon idée générale. Alors je veux quand même revenir très rapidement sur une question de l'historicité des migrations étudiantes algériennes. Ce que va faire en réalité la colonisation, c'est de superposer les circulations à l'intérieur de l'Empire français et aussi vers la métropole à des circulations étudiantes qui pouvaient déjà exister, notamment dans l'enseignement religieux, vers la Tunisie, vers l'Égypte. D'ailleurs, en France, dans l'entre-deux-guerres, ça aboutira aussi à la politisation des étudiants algériens, notamment au sein de l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Ce que fait aussi la colonisation, c'est d'instaurer un clivage dans la société et aussi parmi les étudiants entre francophones et arabophones. Donc il va ensuite avoir différentes répercussions. À l'indépendance, après l'indépendance, jusqu'à la fin des années 70, on a une politique développementaliste qui favorise la formation à l'étranger. C'est piloté par les entreprises publiques, c'est aussi piloté par des ministères en Algérie, mais ça donne lieu progressivement à de plus en plus de clientélisme dans la gestion des bourses étudiantes. C'est important parce qu'en fait, hein, c'est aussi dans cette décennie 70 qu'il y a un accroissement de la demande des étudiants algériens, un accroissement du nombre d'étudiants en Algérie, et donc il y a plus de demandes pour aller à l'étranger, et donc il y a un ratio entre nombre d'étudiants et bourses disponibles qui devient de plus en plus défavorable. Alors les migrations ensuite vont évoluer dans les années 80-90, elles vont prendre un peu plus la forme d'un exil, hein, avec des désillusions par rapport à l'échec du socialisme et aussi par rapport ensuite à l'insécurité. La mondialisation, bien sûr, dans les années 2000, va contribuer à énormément différencier, complexifier les profils, les parcours et les trajectoires. Là encore, avec un élément de contexte, hein, c'est que l'université algérienne devient de plus en plus inefficace, pas seulement massifiée, mais aussi clientéliste, avec aussi peu de moyens pour la recherche et peu d'insertion dans les réseaux également internationaux. Je ne vais pas revenir sur la question des étudiants et de l'université en France, je vais juste noter pour peut-être les 10-15 dernières années l'accroissement de l'enseignement privé qui va de pair avec cette marchandisation de l'enseignement supérieur, notamment parce que les recherches, les formations poursuivies par mon échantillon se font surtout dans des écoles privées. Le privé va devenir un recours par rapport aux différents systèmes de sélection pour entrer à l'université, parce que c'est un secteur qui est aussi parfois peu régulé en termes d'ouverture, en termes d'ouverture d'établissement, en termes de contrôle de qualité des enseignements. Ce sont des établissements qui ont des offres souvent assez pléthoriques pour attirer le plus d'étudiants, en misant aussi sur des formations que n'offre pas ou offre peu l'université publique. Et c'est aussi lié à une perte d'image de l'université publique, qui est vue là encore comme inefficace, peu liée, qui ne permet pas ou difficilement d'entrer sur le marché de l'emploi, etc. Le tout avec bien sûr le maintien d'une injonction au diplôme et d'une injonction au travail. Donc finalement, ce qui va peser sur les étudiants algériens aujourd'hui, ça va être un ensemble d'effets de sélection. Ça va être vraiment des migrations qui vont être extrêmement sélectives. Ces sélections sont de plusieurs ordres, politiques, administratives, financières et sociales. Il y a d'abord, effectivement, du point de vue administratif, le durcissement général des conditions d'accès aux universités françaises, avec des frais différenciés plus élevés pour les étudiants étrangers et extra-européens, ce qui nécessite de s'appuyer davantage sur des ressources familiales et sur du capital social. Donc là encore, ça joue sur les différentes inégalités.
Il y a des limites politiques, hein, on est toujours dans l'actualité. C'est lié au degré de politisation et de conflictualité des relations bilatérales. Je cite simplement l'actuel ministre de l'Intérieur dans une interview au Parisien en février dernier, hein, qui se félicite sur les 6 derniers mois de la diminution, de la division par 2 du nombre de délivrances de titres de séjour. Il y a aussi en 2022 hein, une interview du consul algérien en France qui l'a aussi noté sur les 6 dernières années une diminution de 40 à 50% du nombre de titres de séjour. Donc c'est pour dire que c'est plus difficile de pouvoir émigrer et aussi d'émigrer pour étudier. Donc il y a une double tendance à la sélection administrative et politique. Ensuite, il y a bien sûr la sélection financière. Il faut payer les frais de dossier pour le visa, il faut une certification de capacité linguistique qui est de 19 000 dinars. 19 000 dinars, hein, c'est le salaire minimum mensuel en Algérie. Et bien sûr, les frais de visa hein, qui sont d'une centaine d'euros. Et tout ça, ça amène aussi à une sélection sociale, notamment parce qu'il va falloir s'appuyer davantage justement sur les ressources familiales, sur le capital social, les relations, etc., pour réussir son projet migratoire. Et donc, je terminerai par ça. Donc, le profil de mon échantillon, il confirme en fait cette ultra-sélectivité. Alors d'abord, dans les caractéristiques sociodémographiques, profil sociologique, on le voit quand on interroge la profession du père, ce sont des professions de déposition de direction, des professions intellectuelles et supérieures, notamment des enseignants de l'université. On le voit aussi dans la profession de la mère. Ça, c'est extrêmement significatif dans le cas algérien, puisque, effectivement, l'entrée des femmes sur le marché du travail est plus difficile et plus tardive. Là, on a au moins la moitié de mes enquêtés qui déclarent une profession occupée par la mère, d'une part, et d'autre part, cette profession est de même niveau que celle du père. Une profession plutôt supérieure dans le domaine médical, la haute fonction publique ou l'enseignement supérieur. Un dernier élément dans le profil sociodémographique, on a aussi une grande partie de ces enquêtés qui ont déjà une expérience à l'étranger. Certains, pour des motifs touristiques, de vacances, sont déjà venus en France ou ailleurs en Europe, ou éventuellement aussi en Afrique du Nord. Donc, ça aussi, en Algérie, c'est extrêmement significatif. Très peu de personnes ont les moyens, les possibilités de faire du tourisme à l'étranger. De façon assez évidente, dans un deuxième temps, il y a une perception extrêmement forte des difficultés des différentes démarches pour obtenir, le visa. Les différents éléments qui sont évoqués, c'est les déplacements, le coût financier, l'importance du dossier, avec parfois des informations qui ne sont pas fiables sur les sites internet, les informations ne sont pas à jour ou incomplètes, ce qui fait qu'ils forment un dossier, ils arrivent le jour du rendez-vous et on leur retoque leur dossier, et donc il faut tout encore recommencer. Et aussi le temps parfois de délivrance des visas. Ce qui fait que là encore, les enquêtés s'appuient sur un ensemble d'aides, qu'elles soient morales, du soutien, des encouragements, des conseils, notamment par des agences privées algériennes qui peuvent aider à ça, de l'aide financière ou de l'aide logistique pour les déplacements, les hébergements. On retrouve aussi parmi ces enquêtés une concordance entre les parcours scolaires et universitaires et les études en France, ce qui tend à confirmer la logique aussi d'une reproduction sociale. C'est là aussi que je parlais des inégalités à l'intérieur dès le départ en Algérie. On a des gens qui ont un baccalauréat dans une section scientifique et ensuite un diplôme universitaire dans le même domaine. Parmi mes enquêtés, on en a presque la moitié qui ont un doctorat. Donc, ça leur permet ensuite de rentrer en France avec un visa long séjour, valant titre de séjour avec le statut étudiant. Faut noter aussi que ce sont des personnes qui ont la plupart du temps, quasi totalement, trouvé leur formation avant de partir. Là encore, ça nécessite la possession d'un ensemble de ressources, de capitaux pour chercher l'information, l'interpréter et ensuite mener à bien le projet. Il y a quand même aussi, une fois en France, un sentiment, une perception de discrimination par rapport au statut d'étranger, éventuellement par rapport au fait aussi d'être algérien. Ça se retrouve dans la recherche d'un stage. Dans les entretiens d'embauche, quasiment, la première question, c'est est-ce que votre titre de séjour vous permet de travailler ? Donc ça, tout de suite, ça rend aussi les choses très difficiles.
Enfin, on peut noter aussi une importante précarité. Précarité administrative, puisque aujourd'hui mes enquêtés là aussi ont un titre de séjour qui est un titre de séjour annuel, donc il faut renouveler tous les ans, même si le renouvellement se fait assez entre guillemets facilement, et aussi une précarité professionnelle, puisqu'ils sont aujourd'hui employés en CDD. Voilà. Néanmoins, paradoxalement, c'est là aussi l'ambivalence, il y a finalement la perception, le sentiment d'une satisfaction des aspirations initiales. C'est-à-dire que ces personnes occupent un emploi dans le domaine pour lequel ils ont choisi, ils ont été formés. La plupart, enfin, une partie perçoit une ascension sociale, a le sentiment d'avoir progressé statutairement. Les 2/3 sont essentiellement dans un sentiment de continuité, donc sont sur la même trajectoire. Ceux qui ressentent une forme de déclassement, ce sont souvent ceux qui justement ont ce doctorat, notamment en médecine. Et donc très bien. Moi, j'ai quasiment terminé. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de difficultés qui sont liées à la préparation au départ, au tracas liés à l'accès au stage et à l'emploi, à l'incertitude administrative, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Il y a toujours en fait une épée de Damoclès, même si les titres de séjour sont renouvelés, il y a toujours la crainte qu'ils ne le soient pas. On voit aussi une possibilité limitée de projection dans l'avenir. Et donc là encore, ça renvoie à une forme de stress, de charge mentale, on dirait aussi aujourd'hui, qui pèse aussi. Donc ça confirme que là encore, le statut d'immigré, ça reste en France une position sociale qui est subalterne. Donc finalement, toujours, comme le disait Sayad, la migration, elle est toujours vécue comme une expérience difficile, matériellement, émotionnellement, mais aussi comme une expérience formatrice. Ça, c'est des choses qu'il avait déjà trouvées dans des autres recherches, déjà sur les étudiants étrangers en Algérie. Quelque chose qui est formateur, qui est rémunérateur, notamment sur le plan symbolique, au fur et à mesure qu'on passe les obstacles, et qu'on franchit les différentes difficultés. Donc c'est ça aussi un petit peu l'ambiguïté, on va dire, de cet élément-là. Et donc, pour terminer, le profil de ces personnes qui sont aujourd'hui en début de carrière d'attachés de recherche clinique, on a typiquement le profil d'une jeune femme titulaire au moins d'un master en sciences naturelles, qui a suivi une formation en France dans un enseignement supérieur privé, avec un projet qui s'est construit de manière autonome, mais qui correspond à la fois avec son parcours scolaire et son statut social en Algérie. Donc on voit l'importance du capital social, notamment du capital social qui est hérité, qui permet autant la disposition à émigrer que la possibilité de réussir son projet d'émigration. Finalement, l'émigration pour études en France, ça concerne aussi bien des familles qui ont des capitaux économiques et culturels, avec la maîtrise de la langue française, qui est là aussi quelque chose qui a tendance, on va dire, à diminuer en Algérie avec l'arabisation de l'enseignement. Aussi avec le fait que, face aux difficultés d'accès à l'espace européen, à l'espace français pour les étudiants, il y a aussi une large diversification des destinations pour les étudiants algériens. Totalement par hasard, une fois j'avais rencontré en Algérie un Algérien qui avait étudié en Malaisie, qui parlait anglais, etc. Donc voilà, le public algérien qui vient en France, ça reste encore un public par rapport à la sociologie algérienne particulièrement spécifique. Et finalement, il y a donc ce capital social familial hérité. Il y a aussi un capital social qu'on pourrait dire extra-familial, cette tendance des étudiants étrangers, des étudiants algériens à s'organiser en réseau, à s'échanger des informations, à se donner des conseils entre eux. Il y a des groupes Facebook qui existent pour les étudiants, les Algériens qui veulent émigrer. Et donc ils arrivent chacun ensuite à s'orienter vers des formations qui vont pouvoir les accepter, qui vont leur permettre un accès rapide à l'emploi. C'est le cas des attachés de recherche clinique. Une personne proche qui m'a lancé sur ce projet-là, qui a suivi cette formation-là, me disait que dans sa classe, sa promotion d'une 40aine de personnes, en fait, il y avait quasiment 80% d'Algériens dans son groupe. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salim. Donc, je donne la parole à Gabriel Choumanski, qui est chargé de recherche au Centre d'histoire sociale et qui va nous parler des étudiants africains
à l'Institut des hautes études cinématographiques dans les années 50 et 60. Voilà, j'ai la parole pour 15 minutes. Voilà. Je vous fais signe du coup pour changer les slides, c'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup, merci aux organisatrices de m'avoir convié à cette journée passionnante. Alors, très rapidement, pourquoi s'intéresser plus particulièrement aux étudiants africains à l'IDEC, à savoir ceux qui ont choisi d'étudier, de se former au métier du cinéma, réalisation, production, script, prise de vue, montage, scénario, décor. Alors souvent, on l'a entendu précédemment, les mobilités étudiantes sont analysées soit par le prisme de l'origine de ces étudiants, les étudiants algériens, les étudiants guinéens, etc., ou de leur lieu d'études en France, en Union soviétique par exemple, ou leur lieu d'habitation, ici, la maison Lucien Paille, et moins souvent parce qu'il est réuni au-delà de leurs origines, à savoir un intérêt pour un milieu professionnel, ici le cinéma. Ce qui me permet d'étudier à la fois des trajectoires individuelles au prisme de l'expérience estudiantine, mais également des trajectoires professionnelles, et de les inscrire dans les mutations propres à l'évolution de ce milieu professionnel dans différents pays et dans le continent africain. Alors, les étudiants en cinéma constituent également un objet, entre guillemets, d'études intéressant, si je puis dire, car leur mobilité ont laissé des traces, bien entendu, sources administratives, entre autres, on en a parlé, on en reparlera, mais surtout cette formation a exigé d'eux de produire différents documents, des écrits, des films, de se positionner sur un sujet, d'adopter un point de vue sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. C'est pour cette raison que j'ai intitulé cette présentation « Filmer, se dire ». Il s'agit donc, à travers ces étudiants africains en cinéma, de contribuer à une histoire sociale de ces mobilités étudiantes, mais également à une histoire de l'art et de la production cinématographique par des artistes originaires d'Afrique. Alors, dans un premier temps, je reviendrai très rapidement sur l'histoire des formations au métier du cinéma au XXe siècle, pour que vous puissiez inscrire ces mobilités d'étudiants africains dans un cadre beaucoup plus large. Puis je vous proposerai un portrait de groupe de ces étudiants africains à l'IDEC des années 40 et des années 60, et en particulier des étudiants d'Afrique subsaharienne, en essayant d'enjamber donc la rupture des indépendances. Et enfin, je vous présenterai un panorama très rapide des travaux de ces étudiants qui donnent à voir leurs réflexions sur la société dans laquelle ils vivent, sur l'Afrique, sur le cinéma africain, et sur la manière dont ils se projettent dans l'avenir, dans cette période qui intègre à la fois donc la fin de l'Empire français et le début des indépendances. Passer à la première slide, merci. Alors, l'accès au métier du cinéma s'est fait, de manière très générale, par deux voies. Soit en commençant par le bas de l'échelle, dans un studio de cinéma, en acquérant de l'expérience, comme ce fut le cas pour de nombreux professionnels du cinéma au début du XXe siècle, ou bien en intégrant une école de cinéma et puis en obtenant un diplôme qui servira de sésame pour intégrer l'industrie du cinéma. Alors, les écoles de formation, je l'ai mis ici, avant la Seconde Guerre mondiale, sont assez peu nombreuses. En tout cas, en Europe, il en existe trois. La première, c'est le VGIC à Moscou, qui a été créé en 1919 et qui accueillera, après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux cinéastes africains, mais également, on en a parlé, Annie en a parlé tout à l'heure, l'école de Vaugirard, aujourd'hui Louis Lumière, qui forme à la photographie, à la prise de son et au cinéma. Et également le Centro à Rome en 1935, où, si on doit s'interroger sur ce qui se passe aux États-Unis, on voit dans des maisons de production telles que United Artists, fondées par, entre autres, Charlie Chaplin, Pickford, Fairbanks et les Griffith, un lieu déjà de formation au métier du cinéma. Alors, qu'en est-il pour des Africains qui veulent faire du cinéma, qui souhaitent passer derrière la caméra ou effectivement être ingénieur du son par exemple? Alors, les formations au métier du cinéma en Afrique sont très rares, jusque dans les années 1980. Et si le cinéma, on peut passer à l'autre slide, apparaît en plusieurs points d'Afrique dès la fin du 19e siècle
et va se diffuser en tant que spectacle dans une grande partie du continent, il en va tout autrement de la pratique de filmer, celle-ci étant strictement encadrée par les puissances coloniales, de peur que la caméra n'enregistre les côtés les plus sombres de la colonisation. Dans le cas français, le décret Laval de 1934, avec les nombreuses contraintes qu'il implique, limite toute velléité de filmer, et les plus téméraires, même dans un cadre apparemment très officiel, se voient censurés, à l'image de René Vauthier, dont vous connaissez sûrement le film Afrique 50, tourné en 1950 dans différents pays de l'AOF. Par ailleurs, il n'existe pas de studio de production pour se former au bas de l'échelle, si ce n'est au Caire ou en Afrique du Sud, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Or, les nombreuses salles de cinéma dans les centres urbains, les draps suspendus entre deux arbres dans les zones dites rurales qui s'illuminaient d'images, de westerns, de films détectives, de films égyptiens ou indiens selon les endroits, ont donné le goût du cinéma, non seulement en tant que spectateurs, mais ont également structuré l'imaginaire de jeunes Africains qui se projettent dans l'avenir comme producteurs d'images. Et je vous invite, sur tout ce qui concerne le spectacle cinématographique en Afrique, à lire l'ouvrage d'Odile, Fantomas sous les tropiques, qui nous donne un panorama de ces possibilités de voir des films en Afrique. Puis là, j'ai mis juste une photographie prise en Gambie, qui a été publiée dans la revue coloniale Cinéma, donc une projection de films en 48, parce que c'est aussi bien des films dans des salles de cinéma, mais c'est aussi bien des films éducatifs que l'on peut voir à l'époque. Slide suivante, merci. Alors, il n'y a eu, à ma connaissance, avant-guerre, aucun Africain qui a été formé à l'école de Vaugirard. Mais les archives de Vaugirard n'ayant pas été encore l'objet d'une étude approfondie, ça reste encore à travailler. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'étudiants d'Indochine avant la guerre, mais pour l'Afrique, je n'en connais pas pour l'instant. Donc il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que des jeunes originaires de l'Union française viennent se former au métier du cinéma. Ce sont les changements institutionnels qui ont été évoqués par Françoise qui vont permettre ces circulations d'étudiants. Je ne vais pas y revenir. Et justement, l'IDEC va leur offrir cette possibilité de se former aux différents métiers du cinéma. Alors l'IDEC, prend son origine d'abord dans un premier centre de formation qui s'appelle le Centre artistique et technique des jeunes du cinéma, créé à Nice en 1941 par Marcel L'Herbier, soutenu par le régime de Vichy, et qui se transforme en 1943, qui devient l'IDEC, et qui accueille sa première promotion à Paris en 1944. Alors, les étudiants africains ne sont pas les seuls étudiants de l'Union française ou étrangers à venir étudier à l'IDEC, sachant que le premier étudiant originaire d'Afrique, quand je parle d'Afrique, c'est le continent africain, arrive dès 1945. Et je veux bien qu'on passe à la prochaine diapositive. Merci. En fait, face à l'absence d'institutions d'enseignement du cinéma de par le monde, des jeunes viennent de partout étudier à l'IDEC. C'est ce que rappelle dans l'introduction de l'annuaire des anciens de l'IDEC, publié en 1960, Marcel L'Herbier. Ici, je vous en ai mis un petit passage où il dit, donc, en 1960, sur les 611 étudiants diplômés de l'IDEC, devenus, je le cite, pour la plupart des professionnels du cinéma, il y a à peu près autant d'étrangers que de Français, et parmi eux, des Allemands, des Argentins, des Belges, des Brésiliens, des États-Unis, des Cambodgiens, des Bulgares, des Iraniens, des Marocains, des Égyptiens, etc. Donc c'est vraiment un lieu de formation cosmopolite très important dès la création de cette école de cinéma. Alors cet annuaire des anciens est une source inestimable pour faire l'histoire des étudiants de l'IDEC et en même temps une source biaisée, parce qu'un annuaire, comment ça fonctionne? On envoie aux anciens étudiants un formulaire pour leur demander des informations sur eux. Il suffit que la personne ne reçoive pas le formulaire, n'y réponde pas, et l'annuaire est en partie biaisé, puisque ce n'est pas l'exhaustivité des étudiants qui y sont représentés. Il faut aller puiser dans les archives de l'IDEC, qui sont conservées aux archives nationales à Pierrefitte, pour essayer de reconstituer un portrait de ces étudiants. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Merci. Alors, c'est donc ces étudiants dans les archives de l'IDEC, c'est important de retrouver ces différents dossiers pour comprendre aussi que même si des étudiants n'ont pas été diplômés de l'IDEC,
Pour autant, ils ont eu une carrière cinématographique. Et ils ont pu être aussi des personnalités importantes du monde de l'art, des débats aussi artistiques parmi les artistes africains. Et donc, et certains d'entre eux, en plus, ont été des relais de la diplomatie culturelle par la suite. Alors, les premiers Africains à venir étudier à l'IDEC, j'entends donc africains déjà, en référence au continent africain, sont originaires de Tunisie, pour les premiers d'Égypte, d'Union sud-africaine ou encore du Maroc. Le premier à intégrer l'IDEC en 1945 est un Tunisien du nom de Georges Koskas. Il est suivi l'année suivante de plusieurs Égyptiens et d'autres Tunisiens. Le premier Marocain arrive en 1949. Marocains, Tunisiens et Égyptiens constituent le plus gros contingent, si je puis dire, d'étudiants africains à l'IDEC. Et parmi ceux originaires de Tunisie ou du Maroc avant 1956, ils sont aussi bien juifs que musulmans. Puis viennent des étudiants originaires du Sénégal, du Dahomey, de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Haute-Volta, du Cameroun, de Madagascar. Ils seront bien moins nombreux que les premiers venus d'Afrique du Nord. Et les premiers étudiants algériens arrivent après la guerre d'indépendance en 1964. Le premier étudiant d'Afrique subsaharienne à intégrer l'IDEC est un Sénégalais, c'est Abdou Anta Ka, qui n'ira pas au bout de ses études et devient par la suite un dramaturge important de la scène théâtrale au Sénégal. Alors comment intègre-t-il cette école, il faut bien dire qu'il y a deux voies différentes pour les Français et pour les étrangers, et qui intègrent également parmi ces étrangers les étudiants issus de l'Union française. Si les Français rentrent sur concours à l'IDEC, les autres, par contre, rentrent sur titre, c'est-à-dire sur titre de leur baccalauréat. Ils ont parfois un mois quand même à la rentrée, du 1er octobre au 30 octobre, pour avoir une formation et subissent des examens à la fin de ce mois pour valider leur niveau de compréhension des cours à l'IDEC. Et surtout, ils s'engagent, ces étudiants étrangers, mais également ceux de l'Union française, à ne pas travailler dans l'industrie du cinéma française à la sortie de leur école. Alors je pourrais y revenir, c'est du fait de revendications syndicales. Et vous voyez... Ah non, pardon, vous allez trop vite. Je vais encore revenir en arrière. Ah, encore. Merci. On voit ici la lettre de Paulin Soumanou-Vieira, donc étudiant dahoméen, qui, dans une lettre, s'engage, je le cite, cette lettre faisant suite à notre conversation, a pour objet de confirmer mon engagement au terme de mes études à l'IDEC de ne travailler qu'en dehors de la France, particulièrement en Afrique. Alors on pourra revenir sur la théorie et la pratique. On peut aller sur la slide suivante, merci. Parmi les étudiants originaires d'Afrique subsaharienne que j'ai pu identifier, nous comptons 16 étudiants, 12 qui sont allés au bout de leur cursus et sont officiellement diplômés d'IDEC. Il n'y a aucune femme parmi eux. Cette catégorisation étudiants d'Afrique subsaharienne ne dit rien, bien sûr, de toute la diversité de ces trajectoires, de ces jeunes hommes venus avant la décolonisation ou après l'indépendance. Le premier est sud-africain, un blanc sud-africain de nationalité britannique, c'est Meyler, qui sera un professionnel actif de l'industrie du cinéma en Afrique du Sud et fera beaucoup de films en Swahili sur le Tanganyika par la suite. Le dernier que j'ai mentionné dans cette liste pour les années 60, c'est le Nigérian Ola Balagoon, qui fait en fait ses études à Dakar, et c'est par Dakar qu'il arrive finalement à intégrer l'IDEC. Quant aux autres, il s'agit pour tous de ressortissants de l'Union française ou de pays devenus indépendants, Côte d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, par exemple. Alors tous, très rapidement donc, ne sont pas arrivés directement de leur pays d'origine. En fait, la plupart sont déjà étudiants en France. Ils sont étudiants en lettres. Pour certains, Yves Diagne, sénégalais, étudiait à l'école supérieure de chimie à Paris. Vieira a fait des études de droit. Et tous ont, disons, déjà une certaine expérience universitaire française. La plupart vivent à la CTU. Donc si on peut aller à la slide suivante. Ici, donc, c'est certains des dossiers d'étudiants, de ces étudiants de l'IDEC. Ici, on voit Blaise Senghor, donc le neveu de Léopold Sédar Senghor, qui habite, donc ici, son adresse sur l'enveloppe, ici, dans cette maison. Mais les autres habitent également à la cité d'Antony. Entre autres,
Et c'est souvent après s'être mariés qu'ils cherchent un appartement et quittent les cités universitaires. Tous sont boursiers, même si ils vivent dans une assez grande précarité en fait. Les frais d'inscription à l'IDEC sont très importants et souvent leur bourse, c'est ce qui en fait ce que témoignent les documents d'archives dans le dossier d'étudiants, arrive très tardivement. Et Rémi Tessonneau, qui est l'administrateur général de l'IDEC, écrit régulièrement des lettres aux différentes institutions pourvoyeuses de bourses pour demander que la bourse soit délivrée pour que ces étudiants puissent vivre dans des conditions à peu près dans de bonnes conditions. On peut aller à la document suivant. Alors là, c'est un petit clin d'œil rapidement. Donc, dans le dossier de Blaise Senghor, son oncle écrit une lettre de recommandation pour qu'il entre à l'université, à l'IDEC, et l'administrateur général Rémi Tessonneau lui répond en 1957 je me permets d'exprimer le vœu que la future université de Dakar, à la création et à l'organisation de laquelle vous vous intéressez, soit dotée d'un département audiovisuel, permettant à la fois à des cinéastes africains d'y faire les premiers essais et aussi à l'enseignement universitaire de se présenter d'une manière plus concrète et plus efficace. Donc il y a un souci de la part de l'IDEC, je n'ai pas le temps de développer ce point, vraiment que les formations au métier du cinéma se fassent sur place également dès la fin des années 50. Et puis là, c'est un petit clin d'œil aussi, on est en 1960, Blaise Senghor écrit à l'administration pour s'excuser, il ne pourra pas aller au cours d'Agnès Varda parce qu'il est invité chez son oncle. On va aller à la slide suivante, j'en ai deux autres, je vais essayer très rapidement, pardon. C'était sur les sociabilités étudiantes. En fait, ce qui est très important, c'est qu'à l'IDEC, ces étudiants se retrouvent avec beaucoup d'autres étudiants, d'autres nationalités, françaises, cambodgiennes, sud-américaines, etc., etc. Alors, on a des photographies qui témoignent de ces sociabilités lors des tournages. Ici, deux photographies retrouvées très récemment. Alors, il y avait, pour revenir sur la matérialité de ces photographies, sur ce que nous disait Aline, comment identifier les étudiants. Et là, on voit, alors, on sait que c'est Paulin Soumanou Vieira, parce que sur le clap du film, il est écrit que c'est l'opérateur du film. Et là, c'est l'équipe du tournage qui se trouve sur cette image. Autre diapositive. Alors, pareil, on voit Vieira. Là, vraiment, dernière phrase. Alors, on va juste au film et aux mémoires qui pourraient vous intéresser. Donc là, c'est les documents dans les archives de l'IDEC. On a à la fois les documents de tournage de ces films d'étudiants. Et ce qui est très intéressant dans ces films d'étudiants, par rapport aux photographies qui ont été montrées, c'est que ces films nous disent autre chose de la vie de ces étudiants. Entre autres, si on peut aller à la slide suivante, ici, à droite, deux extraits de films retrouvés donc, au CNC à Bois d'Arcy. Dans tous ces films, on a des acteurs noirs d'abord. Ces films font jouer des acteurs noirs de l'époque. On voit beaucoup moins dans les films français de l'époque, donc il y a une vraie expressivité et de ces étudiants africains pour un art africain. Et à gauche, c'est un film de Jean-Paul Ngassa, étudiant camerounais. Ça s'appelle le film, et je finirai là-dessus, 213 rue Blomet, qui raconte l'histoire d'un étudiant noir qui vient louer une chambre, et quand le propriétaire blanc le voit, il lui dit non, c'est déjà pris. Donc il revient tout penaud en bas, il raconte à sa copine qui est blanche ce qui vient de se passer, elle lui dit attends. Elle remonte dans l'appartement et elle lui dit bonjour, je vais louer cette chambre, et l'homme lui dit mais bien sûr, je vais vous la faire visiter, et en fait il se trouve que l'étudiant noir était caché et lui dit mais alors vous m'avez menti, et voilà, c'est sur le racisme dont sont victimes ces étudiants, et ces films vraiment témoignent d'une autre manière de la vie de ces étudiants africains. Et je m'arrête là. Merci beaucoup et désolé. Merci Gabrielle, désolée de presser parce que c'est passionnant, mais comme voilà, il y a encore deux interventions, ça serait bien qu'on ait le temps de discuter aussi. Donc je passe tout de suite la parole à Odile Gerg, professeure émérite de l'Université Paris-Cité, dont le livre sur le cinéma vient d'être mentionné par Gabrielle, et qui va nous parler des étudiants africains à Strasbourg, à l'aube des indépendances. Merci aux organisatrices de me permettre de faire ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire provincialiser la réflexion. Alors effectivement, si l'étude de Jean-Pierre Ndiaye l'a bien montré, 50% des étudiants africains sont à Paris en 1960-61. Il y a des étudiants africains en province, ailleurs en France.
D'abord dans les villes du sud, les villes du sud-ouest qui ont une tradition ancienne, Marseille, Montpellier, etc. Mais il y en a également à Strasbourg. 5% en 1961 des étudiants africains en France, chiffre ridicule. Cela vaut-il la peine de s'y pencher? Bien sûr, comme pour tout objet historique, et c'est ce que j'aimerais vous montrer. Strasbourg a en effet, c'est une université ancienne, fondée au XVIe en gros, une tradition ancienne d'accueil d'étudiants étrangers, mais plutôt d'accueil d'étudiants venant du monde germanique, de l'Europe centrale, venant après du Proche-Orient. Et donc il est intéressant de se poser la question de savoir si l'accès d'étudiants africains à Strasbourg s'est fait selon les mêmes modalités. Et l'université Strasbourg a une spécificité qui existe toujours actuellement, mais qui est héritée du Deuxième Reich allemand, à savoir le fait qu'il y a deux facultés de théologie, théologie protestante et théologie catholique, et que ces deux facultés vont être les premiers instituts à accueillir des étudiants africains. Alors, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas historienne de l'Alsace, mais il se trouve, un, que c'est ma ville natale, deux, que j'y revis et que donc on voit bien cette présence d'étudiants émanant de plus en plus d'étudiantes africaines dans la ville, mais aussi j'y ai enseigné pendant 15 ans et j'ai dirigé la maîtrise de Fabienne Guimond, qui a été un des premiers travaux de recherche sur les étudiants africains en France et qui a été publié par l'Harmattan. Donc c'est un sujet que je connais indirectement et j'aimerais ici vous montrer, enfin voir s'il y a une spécificité ou non dans ce qui se passe à Strasbourg. Mon intérêt pour ce sujet a aussi été motivé par le fait que je participe à un comité local autour de quelque chose qui s'appelle le Guide colonial de Strasbourg, qui est en cours de rédaction, mais qui existe déjà plusieurs villes en France. Et j'ai dit à mes collègues, il faut qu'il y ait une notice sur les étudiants coloniaux. Alors pas seulement africains, coloniaux. Et donc, comme d'habitude, quand vous proposez quelque chose, on vous dit, bah, fais-le. Voilà. Et c'est comme cela que je me suis penchée sur cette question, qui n'est pas effectivement dans mon domaine de recherche habituel. Et j'ai été frappée par deux choses. D'abord, l'absence d'études. Il n'y a pas eu d'études sur cette thématique-là. Et par ailleurs, la richesse des archives pour pouvoir documenter cette question. Alors, il s'agit notamment, et je vous montre tout de suite, si ça descend. Ah non, c'est vous, pardon. Non, moi, je peux descendre. Non, je ne peux pas. Ah, c'est là, c'est l'espace. Non. Non, non, mais c'est pour l'avoir sous les yeux, moi. Ça ne marche pas. Bon. Mais vous l'avez. Et donc, les archives qui sont aux archives départementales d'Alsace, vous avez essentiellement des archives qui ont été léguées par l'université, donc qui permettent de faire tous les travaux statistiques dont on a besoin, mais vous avez aussi, de manière très importante, les archives de police, les archives des renseignements généraux, et c'est dans ce cadre que j'ai trouvé les seules photographies qui ont abouti à la question que je posais à Aline Pigam et qui s'explique très bien par le fond sur lequel vous travaillez. Là, ce sont des archives des RG, et je vous ai mis, et j'y reviendrai rapidement après, donc c'est une manifestation le 20 février 1961 pour dénoncer l'assassinat de Patrice Lumumba, et j'ai mis en encart les RG qui sont là justement pour contrôler ces manifestations. Alors, je vais dans un premier temps assez rapidement planter. Alors, pour ceux qui connaissent Strasbourg, vous êtes devant le palais universitaire, ce qu'on appelle le palais universitaire. J'y reviendrai peut-être après si j'ai le temps. Dans un premier temps, j'aimerais faire le bilan statistique. Et vous voyez que pour Strasbourg, et ça doit être le cas dans beaucoup d'autres villes, je pense que Montpellier et Marseille, qui n'ont pas été étudiés sous cet angle, auraient peut-être des cas différents. On part vraiment de très bas,
2 étudiants en 1924, 2 malgaches, un en théologie, l'autre en médecine. Et le cas de Strasbourg va en fait suivre le cas général. Il n'y a pas du tout de spécificité de ce point de vue-là. Et le fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il y ait ces 2 facultés de théologie qui ont joué un rôle moteur au départ, ou d'attraction, ne va pas jouer de rôle par la suite, ne vont pas être un pôle particulier d'études. Donc on part de bas, de très bas, et ensuite on va suivre la même progression que dans le tableau général de la présence des étudiants africains en France, puisque, comme Françoise Blum l'a montré, les lycées étaient très peu développés avant 1945, il faut attendre le FIDES, donc si vous voulez, pour venir étudier en France avant les années 50, il faut vraiment cumuler un nombre d'atouts très positifs, avoir été repéré sur place, avoir accès à un financement, enfin toutes sortes de choses, et que c'est vraiment à partir des années 50 que non seulement le nombre de bacheliers augmente, encore qu'il est très limité dans certains pays, et qu'on voit augmenter donc de manière assez logique le nombre d'étudiants. Ceci se traduit tout de suite dans les archives, puisque c'est à partir de ces années-là, et surtout la deuxième moitié des années 50, qu'on va avoir des enquêtes que le commissaire de police ou la préfecture ou le ministère à Paris demande localement que l'on fasse des bilans chiffrés sur les étudiants coloniaux en général, mais Union française et États associés, par exemple, dans le bilan qui est donné pour 1956. Il y a là d'ailleurs dans la comptabilité un problème qui serait intéressant de discuter. Le cas de Madagascar est souvent à part, administrativement certes, on sait que c'est un gouvernorat, mais on ne l'a pas toujours dans les statistiques Afrique noire. C'est toute l'ambiguïté du positionnement de Madagascar. En tout cas, vous voyez qu'en 1956, ils sont toujours que 12, ce qui ne fait pas beaucoup. L'AOF, ils sont 6, Togo 1, Cameroun 5. En 1959, autre bilan très intéressant, où on précise qu'il n'y a pas de marins dans le marin, ça m'a beaucoup amusé, parfois on s'amuse aux archives, et où vous avez donc des origines... Ah, merci, vous me voyez faire ça. Oui, excusez-moi, j'ai le réflexe. Où vous voyez, donc là c'est le tableau général que j'ai travaillé dans la diapositive suivante. Il y a donc 137 originaires, dont 112 étudiants, et donc j'ai calculé le ratio entre les originaires, où il y a certains travailleurs, et les étudiants. Vous voyez que pour certains pays c'est 100%, pour le Gabon, le Dahomey, pour d'autres, Madagascar, c'est un peu moins. Ah oui, c'est parce que moi je ne vois pas. Alors, vous reculez, s'il vous plaît. Donc là, j'ai mis simplement ce que je vous ai montré avant en graphique pour que ça soit très parlant. Et le graphique suivant, c'est les pays dominants. Cela va être les mêmes pour toutes les années 50. C'est Madagascar et c'est le Cameroun. Donc, bien évidemment, il faut se poser la question à la fois de la scolarisation antérieure et ancienne sur place dans ces pays, mais également de la taille démographique. Le Cameroun est beaucoup plus peuplé que le Dahomey, par exemple. Donc là, il y aurait une analyse plus précise à faire. Voilà, en 1960, au début, à la fin de l'année 60, une autre statistique nous est donnée, et puisque le temps court, je vais aller très vite pour la suite. J'ai fait la répartition donc par pays, on garde les 2 pays majeurs, et certains pays ne sont même pas représentés du tout, c'est beaucoup les pays d'Afrique équatoriale française. Voilà, on voit selon les pays
la croissance des étudiants entre 60 et 61, on voit apparaître des pays. On voit également, c'est suivante, ouais. On va avancer encore parce que voilà. Le pourcentage entre étudiants et élèves, mais là, comme cela a été dit auparavant, la question d'élèves, par Aline Piguin notamment, la question d'élèves est ambiguë parce que ça peut être des élèves d'école, donc, et pas seulement du secondaire, il y aurait des choses à en dire. Ensuite, un graphique. Voilà. On est en arrière, c'est avant. Voilà. Non, c'est avant. Voilà. La question des boursiers non boursiers, que l'on peut également montrer statistiquement, qui est intéressante, avec un pourcentage de boursiers plus important que pour la France dans son ensemble. Et puis maintenant, par discipline. Voilà, par discipline. Alors, par discipline, 19% pour les sciences et pour les lettres, donc le gros contingent, sans que ne soit précisé ce que recouvrent sciences et lettres. Et ensuite, vous avez de manière moins importante le droit, 15%, mais puisqu'il y a capacité en droit, c'est aussi beaucoup, et puis d'autres disciplines plus minoritaires. Alors, je vais passer... Donc ça, c'est la répartition par discipline. On peut avancer, c'est bon. Voilà. Alors, je vais passer à ma deuxième partie qui a été, alors, comme toujours, on prévoit trop large, mais qui a été très largement déblayée par Françoise Blum. À Strasbourg, vous avez également une activité militante très importante dont la surveillance policière nous permet d'avoir des échos. Puisqu'on est dans la guerre froide, que l'obsession, c'est la peur du communisme, donc dès les années 50, et donc les étudiants africains sont surveillés comme tous les étudiants à la même époque. Les étudiants africains de Strasbourg sont trop peu nombreux pour créer leurs propres associations, donc ils vont être effectivement des sections d'organisations nationales, par exemple des originaires de Madagascar ou de l'UPC en liaison avec l'UPC, et ils vont adhérer à la FEANF avec, au tournant des années 60, un renouvellement très très rapide du bureau de la FEANF sur lequel je m'interroge en me demandant s'il y a eu des conflits internes, une mobilité, il y aurait des choses à voir. On peut, avec les RG, suivre certaines personnalités qui sont particulièrement suivies, et on peut également voir leurs activités. Je pourrais revenir à la première diapositive, celle-ci était pour ma conclusion, mais pas la peine, forcément, vous l'avez en tête. Cette journée internationale de lutte contre le colonialisme, qui est une journée nationale, et qui, en 1961, a donc laissé cette trace visuelle avec la manifestation où on nous dit qu'il y a à peu près 90 étudiants présents, dont 75 africains, puisqu'effectivement, cette manifestation a été organisée, et cette journée est constamment organisée avec l'Association fédérale des étudiants de Strasbourg, qui est un organisme estudiantin marqué plutôt à gauche, c'est-à-dire aide au FLN et questions centrales du Cameroun et du Congo. Donc cette manifestation a été organisée conjointement entre la FEANF et les organisations sur place et cette organisation générale d'étudiants. Et comme je l'ai dit, 90 étudiants présents, dont 75 africains, d'après un comptage chromatique qui est la seule façon dont procède la police. Alors, après les indépendances, on pourrait se pencher, voilà.
Voilà, alors pas de troisième partie, mais une conclusion. La troisième partie, ça aurait été de vous dire, mais je n'allais pas la développer, que les Africains ne font pas qu'étudier et militer, ils vivent, ils organisent des booms, ils vont à des cafés, le café à la ville de Paris, que je ne connaissais pas, etc. Parce que j'ai fait quelques enquêtes, mais il faut retrouver les étudiants qui remontent à cette période. Alors, la conclusion, elle est de plusieurs ordres. D'abord, des ordres généraux, puis je commenterai cet extrait d'archives. Des ordres généraux, c'est un appel à ce qu'il y ait des études comparatives dans d'autres villes et de voir quelles sont les stratégies. Est-ce qu'on choisit d'aller dans telle ville ou pas? Enfin, il y aurait là énormément de choses à faire. Des questions aussi que je n'ai pas eu le temps de creuser, mais qui seraient intéressantes. La seule étude que j'ai trouvée sur l'Université de Strasbourg et les étudiants étrangers dit que le niveau avec lequel il arrive est généralement faible et que le taux de réussite, c'est pour le début des années 60, n'est pas bon. Donc là, ce serait une question à voir plus avec les archives, universitaires. Mais je voulais terminer sur cet extrait d'archives qui me renvoie aussi à l'activité de la FEANF, mais sous un angle différent de celui de Françoise Blum, même si c'est lié, ce rapport qui a été fait, à la volonté d'expulsion de 4 Camerounais en décembre 61. Alors, on nous dit dans les archives qu'on ne sait pas si c'est à la demande du gouvernement camerounais ou si c'est à la demande du gouvernement français, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans... vous pouvez passer à la suite. Ah non, elle y est déjà, parfait. C'est moi qui ne l'ai pas. Voilà. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet extrait du rapport de police avec une citation verbatim, c'est cette espèce de lucidité, de préscience sur ce que peuvent devenir les régimes africains, exprimée par la FEANF qui, comme Françoise Blum l'a dit, après avoir été anticoloniale et anti-néocoloniale, et donc dire, est-ce que cette expulsion n'a pas pour objectif de nous remplacer par les vieux du gouvernement camerounais qui ne foutent rien et veulent se promener en France comme stagiaires. Alors, bien évidemment, il y a une analyse textuelle très complexe à faire, mais il y a un questionnement sur comment se met en place un clientélisme qui peut éventuellement aboutir à l'envoi des étudiants hors d'Afrique pour des raisons qui ne sont pas forcément le niveau des études, etc. C'est une réflexion effectivement très générale. Merci beaucoup, Audy. Beaucoup de pistes, de questions. Je vais passer la parole immédiatement donc, à Raphaël Eni. Pardon. Rouffet, excusez. Qui est doctorante en sociologie au GRESCO à Poitiers, qui va nous parler donc des conséquences biographiques des migrations étudiantes algériennes, ce que la migration fait au projet d'études. Alors, donc oui, bonjour tout le monde déjà, merci de me recevoir et merci aux organisateurs. Je vais essayer d'être très très rapide, la séance est déjà très longue. Alors moi je vais parler des mobilités, comme Salim, des mobilités étudiantes algériennes et plus spécifiquement de celles qui se dirigent vers les universités, et c'est très bien parce que ce que je vais dire, c'est totalement dans la continuité de ce que dit Salim. Vous m'entendez bien? Ouais. Alors juste commencer avec quelques éléments de cadrage, et donc ma première slide, il y a juste 2 slides, hein, c'est juste des tableaux stats, si on peut passer à la première. Ouais. Alors ça c'est donc juste quelques éléments de cadrage pour introduire. Sur l'année 2024-2025, les étudiants algériens en France, c'est plus de 34 000 individus, ce qui représente à peu près comme le tableau Le Monde. C'est un tableau qui est généré par Campus France à partir des données du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc ce qui représente à peu près 8% du nombre d'étudiants étrangers, total d'étudiants étrangers en France. Alors c'est un chiffre qui peut paraître assez dérisoire comme ça,
mais qui est tout de même assez conséquent, puisque en fait l'Algérie est le deuxième pays le plus représenté parmi les étudiants étrangers en France, donc juste derrière le Maroc. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est qu'est-ce qui se passe durant le séjour d'études de ces étudiants en France, mais surtout qu'est-ce que ces étudiants deviennent après leur séjour d'études, et comment est-ce que la mobilité d'études, elle agit sur leur parcours post-universitaire. Et donc je vais essayer d'aborder ça rapidement en 2 points. Je vais d'abord m'arrêter sur la mobilité en elle-même, qu'on peut appeler migration, hein, mais on verra pourquoi, en essayant justement de montrer que la réalisation du projet d'études, dans le cas bien particulier des étudiants étrangers extracommunautaires, cette réalisation du projet d'études, elle s'inscrit dans un contexte qui est extrêmement difficile, où les étudiants vont être contraints de concilier, comme l'a dit un petit peu Céline, différentes problématiques, différentes contraintes qui peuvent mener, enfin qui complexifient énormément donc, la réalisation du projet d'études d'origine initiale, et qui peut parfois mener, en tout cas pour une partie des étudiants, souvent les plus démunis, à l'abandon total du projet d'études. Et dans une deuxième partie, et j'espère que j'aurai le temps, parce que c'est la plus importante, j'évoquerai les effets qui résultent justement de ces expériences, et notamment tous les remaniements, tous les changements de perspective qui peuvent découler donc, de ces contraintes. Et j'essaierai donc de vous présenter 2 parcours types qui sont socialement différenciés, et donc dans lesquels s'inscrivent les étudiants algériens qui restent en France après leurs études, puisque la majorité d'entre eux restent en France, restent sur le territoire français, on le verra durant la présentation. Alors juste un point méthodo avant de commencer. Cette présentation, elle s'appuie sur des données de 2 types, des données statistiques qui sont issues de l'exploitation des bases de données du ministère de l'Intérieur, donc via le DSED, et celle du ministère de l'Enseignement supérieur via le service, donc le CIES. Et elle s'appuie aussi sur un travail de terrain qui a été mené auprès d'une 60aine d'étudiants algériens, donc inscrits à l'université française entre 2018 et 2022, et qui ont été suivis pour une partie d'entre eux tout au long de leur parcours. Alors sur le premier point, l'enquête, elle montre que l'arrivée de ces étudiants en France, elle va les confronter à un certain nombre de tensions qui vont justement agir sur le projet d'études. Ces tensions, elles s'articulent autour de 3 dimensions de leur parcours migratoire. La dimension universitaire, académique, la dimension matérielle, donc celle des conditions matérielles d'existence, et la dimension administrative. Alors sur la première dimension, si on s'arrête 2 minutes sur les situations d'études de ces étudiants, on voit que leur entrée à l'université française va les confronter à un certain nombre de difficultés, notamment d'ordre pédagogique, d'ordre linguistique. Alors, je ne vais pas avoir le temps évidemment de m'arrêter sur tout ça, mais si on prend la question de la langue, on voit que l'ensemble de ces étudiants ont, en fait, malgré une socialisation assez intensive au français en contexte de départ, vont quand même éprouver des difficultés avec le français académique. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que les étudiants sont en fait plus ou moins exposés à ces difficultés-là selon leur discipline d'études. Alors pourquoi en fait, il y a des différences assez importantes de mobilisation du français selon les disciplines d'inscription en France. Par exemple, les filières, comme vous le savez probablement, les filières de SHS et de lettres et langues sont des formations qui vont supposer la mobilisation d'un capital linguistique en français très élevé. Et donc les ressources linguistiques qui sont possédées et qui sont évaluées, souvent c'est un niveau B2 voire C1 pour certains, ces ressources linguistiques-là qui ont été largement suffisantes pour candidater et pour venir étudier en France, elles vont s'avérer finalement assez peu rentables
au sein de leur formation, justement parce que ces formations supposent la maîtrise d'une langue académique et littéraire à laquelle finalement ils sont assez peu formés, même si souvent ils ont étudié en français dans leur pays d'origine. Pour ce qui est des étudiants qui sont inscrits dans des filières techniques, c'est un petit peu différent. D'abord, ils sont plus souvent issus de catégories supérieures et pour plein de raisons que je ne citerai pas ici, mais on pourra en échanger tout à l'heure, ils ont été beaucoup mieux socialisés au français standardisé ou académique. Donc et voilà, ils vont éprouver quand même beaucoup moins de difficultés linguistiques. Et ensuite, la seconde raison, c'est qu'ils sont plus souvent inscrits dans des filières techniques qui sont justement beaucoup moins exigeantes du point de vue de la langue académique. Et donc, c'est des formations qui sont finalement beaucoup moins coûteuses en termes de difficultés linguistiques et qui, à mon sens, permettent beaucoup mieux la réussite universitaire de ces étudiants-là. Alors la réussite du projet d'études, elle n'est pas uniquement liée aux études qu'aux études à proprement parler. Et d'ailleurs c'est tout l'intérêt en fait de se pencher sur la situation globale de ces étudiants. La réussite du projet d'études, elle est également liée à donc l'ensemble des dimensions qui parcourent la vie d'un étudiant étranger en France et notamment la dimension matérielle. Les étudiants algériens, c'est une minorité à pouvoir bénéficier ou d'une aide familiale ou d'une bourse d'études en France. En tout cas pour ceux qui sont inscrits à l'université, pour ce qui est des étudiants en école privée, je n'ai pas plus de données là-dessus. Donc c'est une minorité à pouvoir être aidée et donc ils sont contraints de recourir au travail pour financer leurs études. Et cette nécessité de travailler, donc elle vient complexifier encore davantage des études qui peuvent être par ailleurs déjà extrêmement complexes. Alors pourquoi? Vous me direz, il y a plein d'étudiants qui travaillent et pour qui tout se passe bien. Alors d'abord parce que en fait ils sont très vite dès leur arrivée happés par leur recherche d'emploi et par la nécessité notamment d'obtenir une autorisation provisoire de travail, une APT. Et ces étudiants-là ne sont pas autorisés à travailler sans autorisation préfectorale. Et ensuite, deuxième raison, c'est que quand ils obtiennent un emploi, les emplois en fait, qui sont exercés par les étudiants algériens, mais plus globalement en fait, par les étudiants étrangers, ils sont exercés, ces emplois, souvent dans des conditions qui sont particulièrement difficiles. Ils vont majoritairement trouver à s'employer en tant qu'inventoriste, agent d'accueil, quoi d'autre, agent d'entretien, livreur, ou dans les métiers par exemple de la restauration ou de la sécurité. Et donc ça, c'est des emplois comme vous le savez, avec des horaires éclatés, variables, beaucoup de travail de nuit et qui sont particulièrement éreintants. Et donc c'est des emplois qui finalement sont assez peu compatibles avec une formation universitaire et ce statut un peu ambivalent d'étudiant travailleur, en même temps qui va permettre le financement des études, et ben, il va en entraver la réussite. Alors juste un petit point sur les différences sociales. Les étudiants d'origine populaire, ils y sont évidemment beaucoup plus exposés. Ou en tout cas plus rapidement que leurs homologues de catégorie supérieure, puisque en fait leurs ressources économiques ne leur permettent pas de financer leurs études, ou tout au plus 2 ou 3 mois quoi, à leur arrivée. Donc ils sont plus souvent contraints de commencer à travailler dès les premiers mois de leur séjour d'études. Pour ce qui est des étudiants d'origine un peu plus favorisée, eux ils vont venir dans des conditions dans de meilleures conditions et un peu mieux armés, on va dire, pour réaliser leur projet d'études que les autres. Ils viennent notamment avec suffisamment d'économies pour se consacrer pleinement à leurs études, sans avoir, en tout cas pas tout de suite, la nécessité de travailler. Néanmoins, ils vont quand même être amenés à travailler, notamment en raison simplement du différentiel de niveau de vie entre la France et l'Algérie. Les ressources économiques des parents, même s'ils gagnent très bien leur vie au pays, elles restent malgré tout insuffisantes au financement d'études en France, quoi.
Et on voit que la réussite du projet d'études, elle est aussi, et c'est le troisième point, elle est aussi liée à des considérations d'ordre administratif. À leur arrivée en France, ces étudiants, et après tout un tas de sélections qu'a un peu décrit Salim, ils doivent engager de nouveau des démarches administratives qui sont extrêmement lourdes. On va voir d'un côté celles qui sont impliquées par le passage d'une société à un autre, à savoir par exemple la recherche de logement, parce que souvent ils ne disposent pas de logement, puisque c'est très compliqué d'obtenir un logement depuis l'Algérie et que les cités universitaires, les logements étudiants sont saturés, donc souvent ils viennent à leur arrivée en France, ils vivent chez leur famille ou des amis, etc. Donc la recherche de logement, l'ouverture du compte en banque, les inscriptions diverses et variées, etc. etc. Donc d'un côté on a toutes ces démarches, et de l'autre, on a toutes les démarches qui sont impliquées en fait par simplement le statut d'étudiant, d'étranger en France, à savoir donc le titre de séjour et le renouvellement annuel. Et donc tout ça, ça doit être fait dès les premières semaines d'arrivée en France, en parallèle des études et dans un contexte national nouveau, avec très peu d'accompagnement en fait, parce que l'État finalement est assez désengagé de l'accompagnement de ces étudiants à leur arrivée. Ils ne bénéficient pas du tout des dispositifs d'accompagnement qui sont proposés aux étudiants européens, par exemple. Donc finalement, les premiers mois en France, ils sont rythmés par toutes ces procédures qui laissent assez peu de liberté et assez peu de place, à la fois cognitivement et physiquement, aux études. Je vais vous passer l'exemple du titre de séjour parce que j'en ai pas le temps, mais voilà, l'obtention du titre de séjour est extrêmement compliquée. Monter le dossier est extrêmement complexe. On leur demande des garanties financières, notamment à leur arrivée en France de disposer de 7 500 € sur un compte en banque. Qui a 7 500 € sur son compte en banque ici? Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, quand ils montent leur dossier, j'ai en tête un certain nombre de récits d'étudiants qui me parlent de files d'attente interminables à la préfecture, avec la nécessité parfois de dormir sur place, avec des traitements qui peuvent être parfois extrêmement déshumanisants, humiliants, et parfois des suggestions de retour au pays, etc. etc. Voilà. Et donc, en somme, si je peux résumer, les étudiants ils doivent composer avec une triple temporalité qui est celle des études, du travail et de l'administration, et en fait qui est particulièrement chronophage pour leurs études. Et donc tout ça, l'ensemble de ces contraintes, ça contribue finalement à rendre la réussite universitaire extrêmement difficile et à reconfigurer profondément, en tout cas pour une partie des étudiants, comme je vous disais tout à l'heure, les plus démunis souvent, à reconfigurer les projets d'études et les projets d'avenir. Et donc je passe à ma deuxième partie, je ne sais pas combien de temps il me reste, en 2 minutes, je vais essayer d'être très rapide. Alors, ce qui découle de l'enquête, c'est que ces étudiants, ils vont majoritairement, comme je le disais, rester en France après leurs études. Juste un petit mot sur ce tableau qui résume en fait la situation post-universitaire des étudiants algériens qui sont arrivés sur le territoire entre 2017 et qui sont arrivés sur le territoire, c'est une cohorte qui est arrivée en 2017 et donc que l'exploitation des bases du ministère de l'Intérieur a permis de suivre jusqu'en 2021. Et donc ce tableau, il montre que la majorité des primo-arrivants de 2017 restent sur le territoire après leurs études, puisqu'ils sont plus de 80% à être toujours en France 5 ans après l'arrivée. Bon, il y a quand même 19% qui sont toujours étudiants, mais comme je vous le disais, une bonne partie d'entre eux restent, donc 45 des 80%, restent pour motifs économiques. Et donc l'enquête de terrain, donc les entretiens qui ont été menés auprès des étudiants algériens, ils permettent un peu d'éclairer tous ces chiffres et de montrer que ces parcours d'études, ils vont majoritairement se solder par une procédure de changement de statut autour globalement de deux titres de séjour pour motif économique, à savoir ou le titre de séjour commerçant ou le titre de séjour salarié. Et ça, c'est 2 types de séjours qui sont investis différemment selon l'origine sociale et la discipline d'études. Alors 2 mots sur le changement de statut commerçant. Ce changement de statut il permet simplement l'ouverture d'une entreprise en France
sans la nécessité d'obtenir un diplôme français. Et donc l'enquête, encore une fois, elle montre que ce titre de séjour, il est plutôt investi par des catégories populaires qui sont plutôt inscrits en SHS ou en lettres et langues. Et alors pourquoi? C'est que la raison, c'est que dans le... Il me reste 1 minute et j'ai terminé. C'est que dans le contexte de multiples tensions que j'évoquais tout à l'heure, pour ces étudiants qui sont inscrits en SHS et lettres et langues, les chances d'obtention d'un diplôme sont finalement relativement faibles. Donc ils finissent souvent par renoncer aux études après 3 ou 4 tentatives infructueuses. Donc beaucoup d'entre eux vont en fait travailler à transformer leur projet d'études en projet professionnel en envisageant justement cette opportunité de changement de statut commerçant. Et je passe sur tout ça, tac. Et donc 2 mots sur le titre de séjour salarié avant de terminer. Le titre de séjour salarié, c'est un peu différent. Il est conditionné par la possession d'un diplôme français et d'un CDI en lien avec le diplôme obtenu. Et donc ce type de séjour, il est plutôt investi, là sans doute par des catégories supérieures, puisque ces étudiants vont s'inscrire beaucoup plus souvent dans des parcours un peu plus linéaires, avec beaucoup moins de réorientation, beaucoup moins de redoublement et une obtention beaucoup plus systématique du diplôme. Donc eux, ils vont trouver un peu plus régulièrement à se salarier en faisant pleinement valoir leur nouveau diplôme français. Alors même ces étudiants-là, même s'ils rencontrent un peu moins de difficultés dans leur vie universitaire, on va dire, ils ne sont pas prémunis pour autant des difficultés qui sont posées par l'insertion professionnelle en France, mais ça c'est une autre question dont on pourra discuter pendant les échanges. Et je vais m'arrêter là-dessus juste en disant que tout ce que je viens de dire assez rapidement et synthétiquement, et j'en suis désolée, ça montre à quel point les projets d'avenir des étudiants algériens et plus globalement en fait des étudiants étrangers, parce que je pense que c'est représentatif des expériences des étudiants étrangers. Donc tout ça se construit aussi dans la confrontation aux aléas de l'existence en France et des impératifs sociaux de l'expérience migratoire de ces étudiants. Merci. Merci. Bon, désolée d'avoir été gardienne du temps un peu sévère. Voilà, donc je me tourne vers les organisateurs. On a 5 minutes. Questions courtes, réponses courtes, et puis des questions après sur l'heure du déjeuner. de parler fort parce que le micro marche tellement mal. On peut le coller sur le menton. Apparemment, c'est ça que ça marche. Non, c'est bon, ça va, tout le monde va m'entendre. En fait, ma question s'adresse aux 2 présentations sur l'Algérie. Vous étiez algérien. Derrière. Donc, ma présentation s'adresse aux 2 ma question s'adresse aux 2 présentations qui ont porté sur les étudiants algériens. Comme vous le savez, à la suite des accords d'Évian, les étudiants algériens ont eu un avantage que les autres n'ont pas eu. Ils pouvaient travailler en France sans avoir besoin de carte de séjour, de permis de travail. Ça, c'est la première des choses et vous ne l'avez pas mentionné. Ma deuxième question, c'est la question de la classe sociale. Parce qu'il y a étudiants et étudiants. Il y a des étudiants qui arrivent avec une bourse très généreuse et qui n'ont pas besoin de faire tous ces travaux que vous avez mentionnés, ces petits travaux, et qui étaient bien lotis. D'où venaient-ils? Est-ce qu'ils venaient des familles les plus aisées en Algérie? Certains étaient boursiers même du gouvernement français. Et donc, quels sont les parcours sur la base de cette différenciation? On va peut-être continuer avec les questions. Voilà. Moi c'est pour Odila. Il a dit à la fin là qu'il y avait une grande différence de niveau en 1960. Alors justement, j'ai vu par rapport aux années avant-guerre, c'est qu'il y a... Mon Dieu, c'est tellement... Je vais parler. Je peux prendre le micro qui est là. Bien palé. Mais voilà, tu seras bien. J'ai vu à un moment donné qu'il y avait les Gabonais avaient autant d'étudiants à Strasbourg que les Dahoméens. Et je me suis posé la question justement de niveau. Il y a quelque chose qui manque peut-être, c'est qu'avant la guerre, jusqu'en 1960, les grandes formations en Afrique
en Afrique équatoriale, c'était les séminaires. Les séminaires, c'est-à-dire, c'est pour ça que... Et c'était des gens qui faisaient de latin grec et qui arrivaient à réussir justement dans ces facultés de théologie, où ils étaient beaucoup plus nombreux. Et on va le voir d'ailleurs, parce que les premiers présidents de la République étaient quasiment tous des anciens séminaristes. Non, ça ne marche pas. Non, c'est vraiment la dernière question. Pardon, parce que... Bonjour. Moi, je vais être un peu plus bref, rapidement. Je m'appelle Taylor, je suis étudiant en lettres et résident dans cette maison. Je vous remercie déjà pour vos différentes interventions. C'est une question à la fois rapidement une contribution, qui est à la fois une espèce de fil conducteur par rapport à toutes vos interventions que vous avez parlé. Sur la carence, peut-être, je pourrais que ma question soit un peu une hypothèse qui est fausse, des étudiants de lettres sur les sols français. Et là, du coup, mon intervention est un peu piquée par l'intervention aussi de Mme Odile, quand il fait en fait de comparaison des étudiants africains. Dans les années 1960, on voit déjà 20% des étudiants étrangers ou africains en France. Est-ce que ces chiffres, en fait, à l'ère dont nous parlons, est équivalent ou non? Bien, si cette question a été aussi réfléchie, s'il y a un gros décalage, il me semble qu'il y a une question assez importante de mettre sur table cette question aussi importante à la mesure où tous les panélistes en fait, sont de chercheurs et chercheuses en fait, au sein du Centre national de recherche. Et en dernier, il y a Salim en fait, qui vous parlait sur la question des doubles tendances politiques et administratives qui, à un moment, peut être des éventuelles barrières en termes d'obtention de visa des étudiants étrangers. Il y a une espèce en fait, d'amalgame ou de confusion. Je ne sais pas si cette question a été aussi mise sur table. Quand il y a des tensions politiques entre les pays récepteurs, France qui accueille et les pays qui demandent des visas africains, on a toujours souvent fait tendance à confondre entre les étudiants qui arrivent en France pour des objectifs beaucoup plus académiques et qui vont être victimes de refus de visa. Je ne sais pas si ces questions ont été réfléchies. Moi, j'ai eu quand même à discuter avec un ami, pas mal d'amis en fait, qui travaillent sur ce genre de questions. En fait, ils ne pensent que venir étudier. Réfléchir ou bien coller ou bien avoir de refus sur base de conflits en pays, il me semble qu'il y a quand même une erreur là-dessus. Je vous remercie, je ne pourrai pas être assez long. Merci beaucoup. Pascal, Alexis, peut-être que vous-même vous avez des questions. Ah, beaucoup, mais là je crois qu'on n'a pas le temps, donc on va... Si tu veux en poser une, chacun au moins, parce que vous modérez, enfin voilà, juste vous dire si vous avez vous une question urgente, n'hésitez pas. Non, moi, ma réaction, c'est sur la présentation d'Odile, sur la nécessité de déprovincialiser cette histoire des étudiants africains en France. Ça me semble un gros enjeu pour la recherche, parce qu'en fait, notamment quand on s'intéresse aux étudiantes, ce qui est mon cas, les étudiantes, elles ne sont pas forcément à Paris, elles sont dans les écoles d'enseignement ménager, à Bourges, les écoles normales d'institutrices, les écoles techniques, les écoles d'assistantes sociales, qui sont sur tout le territoire. Mais c'est un travail de fourmi d'aller dans les archives départementales pour les retrouver. Alors, je vous donne la parole à chacun pour réagir. Alors, sur la question des bourses et des différences sociales, en fait, effectivement, il y a eu énormément de bourses qui ont été données après l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il y a eu en fait en Algérie des bourses à la fois françaises et algériennes. Il y a eu des accords, etc. Puisque en fait, il y a eu une pénurie de cadres quand les Français ont décolonisé le pays. Donc, il a fallu former les Algériens, sauf que les universités étaient en chantier. Donc, on envoyait effectivement les Algériens aller se former à l'étranger, notamment en France. Sauf qu'à partir des années 70-80, il y a eu une importante réorientation des politiques migratoires et ces bourses ont énormément diminué pour plein de raisons différentes, à la fois parce que les universités algériennes se sont développées, mais aussi parce qu'il y a eu le développement d'une suspicion généralisée vis-à-vis de l'étudiant étranger qui supposément, à travers le titre de séjour étudiant, qui supposément voudrait détourner plutôt le titre de séjour étudiant à des fins uniquement migratoires. C'est un peu le mythe qui circule, etc. et qui oriente aujourd'hui les politiques migratoires en direction de l'Algérie. Donc il y a eu une diminution de ces bourses et parallèlement il y a eu un durcissement des conditions d'entrée sur le territoire avec une diminution des visas d'études, etc., etc.
Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit sur la composition sociale des mobilités étudiantes algériennes, en fait, c'est partagé. Il y a beaucoup de classes supérieures parce que voilà, il y a une sélection par l'argent, les conditions d'entrée sont extrêmement difficiles, il y a plein de filtres et de sélection au départ. Mais il y a aussi des catégories populaires parce que, comme le disait tout à l'heure Céline, il y a une importante solidarité, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, entre les étudiants algériens, une solidarité des familles qui fait que les classes populaires aussi arrivent à mobiliser des ressources pour venir. Donc c'est assez partagé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Merci. Juste en un mot, je suis tout à fait d'accord. Pour répondre à la dernière question, c'est vrai qu'en fait une politique migratoire, et notamment une politique migratoire à destination des étudiants, c'est aussi une politique étrangère d'un pays. Et donc, effectivement, souvent dans ces cas-là, les étudiants sont un peu les victimes collatérales ou expiatoires, en tout cas, des fluctuations des relations diplomatiques. On le voit particulièrement avec le cas de l'Algérie. On peut se rappeler aussi, lorsque Gérald Darmanin était au ministère de l'Intérieur, cette période sur la question des OQTF, où pendant 3 mois, de façon arbitraire, on décide de diminuer de moitié pour les 3 pays du Maghreb le nombre de titres de séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui se surajoute et qui fait que les étudiants qui souhaiteraient venir en France se retrouvent une fois de plus pénalisés par cette question politique. Une chose que je n'ai pas dite dans ma présentation, c'est que pour venir aussi en France, ceux qui ont déjà un diplôme en Algérie, un diplôme universitaire, ils doivent le faire certifier par le gouvernement algérien. Et donc, en septembre dernier, le gouvernement algérien avait décidé de suspendre la certification des diplômes. Ça avait entraîné des manifestations assez significatives, notamment des étudiants en pharmacie et en médecine, et ça a été depuis rétabli. Et tout dernier point, effectivement, pendant très longtemps, avec les accords de 68, dont on parle beaucoup aujourd'hui, les Algériens avaient un statut avantageux. Aujourd'hui, avec toutes les mutations, toutes les trentaines, je crois, de lois sur l'immigration qui ont été prises, c'est plus toujours le cas. Donc il y a certains points qui avantagent encore les Algériens. Sur d'autres domaines, ils sont en fait en retard sur le droit commun. Alors, rapidement, sur la question des disciplines, la part des lettres et des autres disciplines, je pense qu'on ne peut qu'encourager à continuer à faire les études. Moi, je me suis arrêtée en 62 à peu près, mais il y a d'autres statistiques qu'il faudrait pousser, et pas seulement dans la ville de Strasbourg. Pour la question du niveau, alors il y a 2 façons d'y répondre. On peut se pencher sur la théologie. En théologie protestante, dans les années 20-30, il y a un examen spécial pour les coloniaux qui arrivent, donc pas seulement pour une remise à niveau, si vous voulez, pour qu'ils puissent continuer les études. Alors pas forcément pour tout le monde, mais pour certains. Ensuite, l'allusion que j'ai faite à ce que j'ai trouvé dans un ouvrage qui parle du niveau faible, moi je la prends avec beaucoup de guillemets. C'est comme c'était mieux avant, enfin vous connaissez ça. Simplement, c'est une façon de pousser à aller étudier ces questions-là. Et c'est facile de les étudier puisqu'on a les archives universitaires, où on a les notes des étudiants, on a les résultats des examens. Et donc, moi, j'inciterai non pas à prendre ceci comme argent comptant, mais comme une incitation à pousser les études. Alexis, Pascal, vous avez envie de dire un peu de conclusion? On va souhaiter bon appétit à tout le monde, je crois. Alors là-dessus, j'ai quelque chose, un grand bravo d'abord.